Le processus de paix israélo-palestinien est à un moment critique. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir violé leurs engagements et la poursuite des négociations de paix au-delà du 29 avril est de plus en plus compromise. Même le secrétaire d'État américain, John Kerry, a laissé entendre que la patience de Washington avait des limites. Je suis revenu cette semaine dans mon édito sur un sujet qu'on n'a pas abordé depuis très longtemps et qui de fait a été pas mal relégué à l'arrière-plan de l'actualité, mais qui à mon avis va revenir très fort là, pour le meilleur et pour le pire. C'est le conflit israélo-palestinien, parce qu'on arrive à une échéance qui est la fin de la mission de John Kerry, qui a été entamée au mois de juillet dernier, et qui devait en principe, à la fin de ce mois d'avril, aboutir à un plan proposant un statut final. Combien de fois n'a-t-on pas parlé de statut final pour le conflit israélo-palestinien? Enfin là, les Palestiniens étaient bien décidés à ne pas s'en laisser compter et à ne pas accepter qu'on négocie encore 100 ans, comme les Israéliens aiment le faire. Et on va vers un nouvel échec, manifestement. Et ce qui a retenu mon attention surtout, c'est que pour la première fois, en tout cas depuis très longtemps, l'autorité palestinienne, les négociateurs officiels, ont abattu une carte dans leur manche, dont je pense, moi, depuis plusieurs années déjà, qu'elle est la carte décisive, quoique très complexe à jouer, qui est celle de l'autodissolution de l'autorité palestinienne. Ça reviendra en somme à dire aux Israéliens, écoutez, vous n'arrêtez pas de coloniser, vous envahissez toujours plus les territoires palestiniens, et vous avez rendu impossible la solution à deux États. On vous donne les clés de la maison et nous on va cesser de jouer les supplétifs qui assurent la sécurité, pourchassent la délinquance, payent les fonctionnaires, etc. Vous voulez vous occuper de tout, occupez-vous de tout. Voilà. Et effectivement c'est un peu la politique du pire pour répondre à la pire des politiques israéliennes. C'est un énorme coup de pied dans la fourmilière, mais je pense qu'en dernier ressort, même si c'est très risqué pour les Palestiniens eux-mêmes, parce que, évidemment, les Israéliens et les Américains leur feront payer, mais ça change complètement la configuration du conflit, si jamais c'est cette solution qui est finalement retenue par les Palestiniens. Parce qu'en somme, on aurait alors là, non plus deux États, en tout cas un État réel, Israël, et un État qui serait virtuel, mais on aurait un seul pays de la Méditerranée au Jourdain, et la question se poserait non plus en termes de deux États, mais en termes d'une citoyenneté égale pour tous les citoyens arabes, juifs, musulmans, chrétiens, mécréants, enfin tout ce qu'on veut, entre la Méditerranée et le Jourdain. Et là, ça poserait le problème vraiment de la discrimination, en fait, dont les Arabes sont déjà les victimes quand ils sont de nationalité israélienne, et encore plus quand ils sont dans les territoires palestiniens, et les droits égaux pour tous. Et donc là, ça pose un problème, c'est une nouvelle interpellation de la conscience universelle sur cet interminable conflit, et de la conscience israélienne aussi, parce que je pense que je constate quand je me rends sur place que beaucoup de jeunes Israéliens qui sont pour la paix ont finalement renoncé parce que c'est désespérant. Je pense à la jeunesse de Tel Aviv, etc., et qui de nouveau seraient interpellés par cette nouvelle situation, qui rappellerait tout à fait la situation de l'Afrique du Sud, là pour le coup, et de l'apartheid de l'époque d'avant Mandela. Donc voilà, ça risque de rebattre les cartes si on en arrive là, peut-être pas tout de suite, mais dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour un conflit qui dure depuis un siècle, en gros. Hein. Voilà, et on constate une nouvelle fois l'impuissance américaine. Il a fait 11 voyages, Kerry, depuis le mois de juillet, pour rien finalement, en n'emboîtant le pas finalement à la partie israélienne. Et puis on constate aussi l'impuissance européenne et l'absence européenne. Ce qui m'amène à parler du dossier de la semaine dans Politis, puisque cette semaine on a fait les 5 mensonges sur l'Europe, hein, un peu en avance sur l'échéance de l'élection européenne. Et parmi ces mensonges, qu'on nous a beaucoup diffusés, propagés, il y avait l'idée que l'Europe allait devenir une grande puissance politique. On voit bien
qu'elle est totalement absente de tous ces dossiers avec cette pauvre Catherine Ashton, et ça pour une bonne raison. C'est que les voix européennes sont complètement divergentes, voire opposées, parce que derrière ça, il y a évidemment des intérêts économiques de chaque pays qui ne sont pas du tout les mêmes. Les Allemands, les Français n'ont pas du tout le même point de vue sur l'Ukraine, par exemple, sur le Proche-Orient, sur à peu près tous les dossiers. Donc ça pose le problème d'autres mensonges qu'on évoque dans ce dossier, et en particulier sur le fait qu'il n'y a pas eu de convergence économique, qu'il n'y a pas eu d'intégration politique par l'euro, et que finalement l'Europe c'est une zone pas tout à fait de libre-échange, mais en tout cas au sein de laquelle, contrairement à ce qu'on nous a raconté, les pays se livrent entre eux une concurrence extrêmement violente, donc ils ne peuvent pas non plus s'exprimer d'une même voix sur la scène internationale, ce qui nous ramène entre autres au conflit israélo-palestinien et à peu près tous les grands dossiers internationaux actuels.